Salut à tous. La tradition biblique évoque la cité de Sodome, basée au sud de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie, en face de la forteresse de Masada. Sa localisation reste toutefois à l'état d'hypothèse. Qu'en est-il vraiment? Est-ce un mythe ou une réalité? Élément de réponse avec Bleuette Dillon. Salut Bleuette. Salut Bob. Quel plaisir de te revoir sur BTLV. Ça faisait un petit moment. Ouais. Oui, bah oui, t'as eu quelques soucis de santé, on les a un peu suivis. On est ravis de te voir en pleine forme et avec tes deux yeux, parce qu'en fait c'était des problèmes oculaires. J'ai eu des problèmes au niveau des yeux, oui. Bon, dans tous les cas, on est ravis de t'avoir sur BTLV pour évoquer, déjà, pour saluer la sortie de ce nouveau chapitre de la Genèse de l'humanité, partie 3, à la lumière de la science, voilà. Un ouvrage que vous allez pouvoir vous procurer bien évidemment avec le replay ou le podcast de cette émission. Et puis, on va évoquer l'antique cité publique de Sodome avec une question mythe ou réalité, parce qu'effectivement on a dit beaucoup de choses sur cette cité. Qu'en est-il vraiment? Que dit la Bible à propos de sa destruction? On va évoquer est-ce qu'on a retrouvé son emplacement véritable, parce que je disais voilà, il y a quand même des hypothèses mais on n'est pas certain. Est-ce que l'homosexualité finalement avait une part aussi importante qu'on veut le dire? Parce que là aussi il y a des zones d'ombre. Pourtant Sodome est devenu un terme utilisé en sexualité, puisqu'on parle de sodomie et ça vient de là. Hein, donc voilà. Tout à fait. Les dieux étaient très importants aussi concernant Sodome. Alors voilà, pourquoi avoir abordé cette cité de Sodome? Alors moi c'était dans un but particulier, parce que je sais qu'il y a eu en moins 1700 avant Jésus-Christ, il y avait un chaos presque généralisé dans une partie du monde, donc au Proche-Orient. Il y avait un chaos. Donc ce chaos m'a amené à m'intéresser à la cité de Sodome. On en parlera de ce chaos vraiment économique, politique, etc. Hein. Mais donc ça m'a conduit à Sodome, et Sodome, je me dis, voilà, il faut s'intéresser à cette ville, parce que, pourquoi? Parce que dans la Bible, il est dit que Dieu, dans la colère divine, va jeter du feu, du soufre, etc. sur cette ville qu'elle va détruire, qu'elle va vraiment anéantir. Donc Sodome et Gomorrhe, hein, c'est les villes pécheresses qui sont dans la vallée de Siddim, hein, qui sont mentionnées dans la Bible. Donc je me suis vraiment intéressée à cette ville de Sodome, se dire, bon, voilà, est-ce qu'elle a été retrouvée? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'elle a vraiment existé? Voilà, donc il faut dire que les historiens pendant très longtemps se sont dit, voilà, c'est un mythe, parce qu'on ne l'a pas retrouvée. Ils l'ont cherché très très longtemps au sud de la mer Morte. Ils l'ont cherché et ne l'ont forcément pas retrouvé. Et puis, il a fallu attendre l'arrivée d'un archéologue qui est spécialiste de la Bible, qui s'appelle Stephen Collins, qui est un chercheur américain, et qui va la retrouver au pied du mont Nebo, mais non pas au sud, mais au nord-est de la mer Morte, sur un grand site qui s'appelle Grand El Hammam, et il va la retrouver, il va retrouver ses ruines dans un endroit qui s'appelle Tal El Hammam, qui fait partie de cet immense site archéologique. Et il l'a retrouvé là, donc il est persuadé que ce sont vraiment les ruines de Sodome, de cette ville ancienne, parce que à un moment donné, à 2,50 mètres sous le sol, on a une strate particulière, une strate de cendres qui n'a rien à voir avec les autres strates. D'accord. Elle est très différente dans le sens que on a pêle-mêle des cendres, des bois brûlés, des ossements, des pieds, des mains, des tibias, des briques cassées, brûlées, des graines, etc. On a la sensation d'un chaos monstrueux. Donc ça nous ramène à la destruction violente. Ça nous ramène à la destruction violente de Sodome. Donc cette destruction violente a existé. D'accord. Voilà, donc elle a existé. C'est absolument certain, mais voilà, maintenant chercher les hypothèses qui ont... Exactement, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. On va déjà peut-être parler de la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible, sur Sodome? Alors, beaucoup de gens connaissent donc ce passage de la Genèse, c'est dans la Genèse de la Bible. Il est dit que voilà, donc Sodome, alors au départ, Sodome pourrait être sauvée. Donc on sait qu'elle va être détruite. Alors je n'ai peut-être pas le texte le texte lui-même dans la tête, mais elle va être donc détruite par la foudre divine, donc elle est promise à la destruction. Elle est promise à la destruction. Mais ce qu'il y a de particulier, quand on regarde bien un petit peu les textes, c'est que c'est pas arrivé comme ça soudainement. Les gens étaient préparés. Les dieux, les anges, les émissaires ont averti Abraham et Lot. Donc d'un air de dire, ben voilà,
il y a eu un petit marchandage un petit peu en disant bah voilà, si je trouve 50 justes dans la cité, est-ce que tu seras d'accord pour sauver la ville? Si tu en trouves au moins un, est-ce que tu pourras sauver la ville? Il y a un petit voilà. Mais pourquoi vous voulez la détruire? Alors, Dieu voulait la détruire parce que c'est la cité pécheresse. Voilà. C'est la cité où il y a vraiment... Il y a débauche ou pas? Parce que c'est la vraie question, parce qu'on se demande s'il y a eu vraiment débauche en cette ville, ou s'il y a d'autres problèmes. Parce que d'où vient le péché, finalement? Est-ce qu'il est que sexuel, pas sexuel, homosexuel, pas homosexuel? C'est l'interprétation des Hébreux quand ils vont... Les patriarches des Hébreux, quand ils ont écrit la Bible, pour eux, il y avait péché du moment où on n'était pas... on correspondait pas à leur critères de normalité. Voilà, bon, quand ils parlent de Babylone, Babylone c'est la grande prostituée. Donc voilà, pour eux, Babylone c'est vraiment tous les gens qui étaient là-bas étaient vraiment dépravés au possible. Voilà, dans leur vision à eux. Quand on connaît bien la Babylonie, c'est pas le cas, mais seulement ils n'avaient pas les mêmes coutumes, ils n'avaient pas du tout la même façon de. Voilà, il y avait la prostitution sacrée à Babylone. Donc voilà, la prostitution sacrée, c'était un rite de fertilité qu'ils ne comprenaient absolument pas. Donc je pense que dans leur idée, du moment qu'on ne correspondait pas aux critères de ces patriarches, de ces premiers chrétiens entre guillemets, puisque c'est bien avant de Christ, on correspondait pas, donc forcément c'était la cité pécheresse, c'était vraiment... Maintenant, dire que vraiment il y a eu une dépravation, je pense que c'est plutôt un terme d'interprétation à leurs yeux. On peut extrapoler, moi je le pense. Malgré tout, c'est ce qui a promis cette cité à la destruction. Du moins dans la Bible. La Bible, la Bible, de toute façon, un phénomène qu'il soit naturel ou autre, s'il est incompris, pour eux, c'est la colère divine. Bien sûr. Voilà, on ne peut pas avoir une autre idée que ça, parce qu'on n'a pas assez à cette époque d'informations sur toute autre chose. D'accord. Donc elle est promise à cette colère. Mais elle est annoncée. C'est pas une destruction qui va arriver comme ça, puisqu'elle est annoncée, voilà. Donc il est dit à un moment donné, il y a ces deux émissaires, ces deux anges, comme on pourrait les appeler, qui vont aller dans la ville, ils vont constater le péché, ils vont constater cette dépravation dans les gens qui vivent là, les habitants de cette cité, et ils vont dire à Lot, non, on peut rien faire pour toi, on n'a pas trouvé un seul juste dans la ville. C'est trop dépravé. Donc toi et ta famille, vous allez vous sauver, vous allez courir vers les... Donc Lot va partir avec ses filles et sa femme, ils vont partir se cacher dans la montagne. Abraham, lui, qui était dans les tentes, qui était avec sa tribu, qui était là, et un matin il se lève et il voit de ses yeux la catastrophe. C'est mentionné dans la Bible, il dit qu'il voit toute la vallée se soulever comme une fournaise, ni plus ni moins. Et moi là, je me suis posé une question. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai regardé des fois des vidéos sur des... Alors, ça peut paraître extraordinaire, mais des explosions atomiques, quand on voit l'explosion, on a la sensation que la Terre se soulève. Exactement ce qui est dit dans la Bible. Elle se soulève dans les vrais... Elle se soulève. C'est juste extraordinaire. Je dis, il y a une telle résonance. Mais le terme m'a paru complètement... tellement... Il y a des similitudes de mots, de langage, que je me suis dit, j'ai eu envie d'explorer un petit peu ce cas précis, quoi. Voilà. Donc tu as fait le parallèle avec les explosions nucléaires. J'ai fait ce parallèle, mais je me suis demandé, mais je voulais quand même rester avec l'esprit ouvert, se dire, quelle est l'explication? Je voulais pas parler tout de suite soit d'une explosion nucléaire, soit d'une guerre atypique qui soit, parce que tout le monde le sait maintenant que je suis un peu le fer de lance en France du néo-évémérisme, comme on me le dit dans Wikipédia. Donc c'est vrai que pour moi, il est vrai qu'il y a une civilisation exogène qui est arrivée sur notre planète et qui nous a enseigné. Donc je me dis, si ils ont eu les moyens d'arriver sur notre planète, si vraiment il y a eu cette civilisation exogène, entre guillemets, je me suis dit, après tout, ils ont une technologie que peut-être nous ne connaissons pas encore, si ça se trouve. C'est ce qu'on a appelé peut-être le soufre et le feu, puisqu'on parle de cette destruction par le soufre et le feu. Peut-être était-elle nucléaire, mais ça voudrait dire quoi? Mais il y a peut-être une autre explication. Bien sûr, mais alors ça veut dire que ces êtres exogènes auraient peut-être pas été très contents de la tournure des événements et auraient bombardé cette cité pour l'éradiquer? Alors là, c'est vrai que là, on est dans le chaos généralisé de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un... Je pense que c'est
une guerre particulière, une guerre fratricide entre les dieux, qui est mentionnée d'ailleurs dans la littérature védique, qui pourrait avoir généré ce problème-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la littérature védique, dans la Bharata par exemple, il est dit que les dieux vont se tenir conseil, ils vont décider de détruire la triple cité. Et ils vont annoncer ça donc à un des pilotes de Vimana en disant voilà, tel jour, telle heure, nous allons lancer une sorte de bombe qui va anéantir la triple cité. C'est dans la littérature védique. Et je me rends compte au niveau géopolitique dans cette région du monde, une région qui est assez vaste, puisqu'elle va jusqu'en Inde, elle va jusqu'en Mésopotamie, elle commence là en Jordanie. On a vraiment la sensation que il y a un problème important, vraiment important, et qui ne s'explique pas forcément. Donc voilà, après on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que pour revenir à Sodome, il est un fait que il y a peut-être une autre explication. Et j'aimerais revenir sur l'explication que va fournir Stephen Collins, parce que Stephen Collins s'est dit, lui aussi il voulait comprendre. Il voulait comprendre pourquoi. Parce qu'à un moment donné, dans la strate de cendres, là il a pu se dire, voilà, il y a eu évidemment quelque chose qui s'est produit, c'est une évidence, mais dans la strate de cendres, il a retrouvé un tesson de poterie particulier qui était vitrifié. Il y a une glaçure en surface. Là, il s'est posé la question, s'est dit, oui, la chambre de cuisson, comme on la connaît maintenant, pour obtenir ce phénomène-là, ce processus chimique, n'apparaîtra que 1500 ans plus tard. Oui, parce qu'il faut une chaleur incroyable. Il faut une chaleur d'au moins 12 000 degrés pour pouvoir obtenir ce genre de choses-là. Donc il va faire analyser ce tesson, donc là-bas dans un spécialiste à Amman, là-bas en Jordanie. Et donc il va laisser son tesson de poterie, il va repartir, et le spécialiste va rappeler en disant c'est absolument extraordinaire. Ah ouais, carrément. Il lui a dit c'est extraordinaire parce que non seulement il y a une glaçure en surface, mais en fin de compte le tesson de poterie, l'argile de tesson a fondu dans sa masse. C'est-à-dire qu'il faut une chaleur incroyable pour arriver à ce... Mais non seulement ça, mais il y a des bulles d'air qui se sont produites et une incrustation des petites incrustations de chaux, etc. Donc il y a un processus physique particulier qui va se produire. Donc obligatoirement, là, il y a une chaleur qui est de là, plus de 12 000 degrés. Qui n'a plus rien à voir avec la chambre de cuisson. On est bien au-delà. Voilà, parce que même un grand feu, un incendie monstrueux ne peut pas aller ne peut pas produire ce processus-là. Donc là, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, il va ramener un autre échantillon dans le même genre. Il va lui montrer et lui dire... voilà, on a deux échantillons quasiment identiques qui n'ont pas été prélevés au même endroit, et l'autre tesson a été prélevé dans le désert du Nouveau-Mexique à Alamogordo pendant les premiers essais nucléaires en 1945. Et ils se ressemblent. Et ils se ressemblent énormément. Et on a affaire là à ce qu'on appelle le verre d'Alamogordo, c'est la trinitite. La trinitite, c'est vraiment le verre particulier qui va se produire quand on a une explosion nucléaire. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, mais il y a d'autres phénomènes peut-être qui peuvent évoquer ça. Ce sont par exemple les explosions cométaires. Alors c'est marrant parce que l'idée me venait, je me dis effectivement il peut y avoir une comète qui ait frappé la Terre et qui aurait pu, en tout cas qui peut accréditer ce phénomène-là et valider ce phénomène. Alors justement, c'est ce qu'a pensé le professeur Collins, et il a fait venir un astrophysicien qui s'appelle Lecomte, Malcolm Lecomte. Qui est à la retraite maintenant, et qui lui a fait des tas d'échantillonnages un petit peu partout pour essayer de retrouver, voilà, parce que bon, si on a quelque chose, voilà. Alors déjà, il a pu penser un astéroïde. On n'a pas de cratère d'impact au sol. Il n'y a aucun cratère d'impact. Donc ça ne peut pas être ça. Mais parce que pour qu'un astéroïde fasse de tels dégâts, il faut un gros... il faut un cratère phénoménal. Donc là, on n'a pas de ce cratère. On l'a pas. Mais par contre, voilà, il dit on peut avoir ce qu'on appelle la signature de la Tunguska. C'est-à-dire la Tunguska en Sibérie en 1908. Voilà, on a eu ce même événement, c'est-à-dire qu'une comète va rentrer donc dans l'atmosphère. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une comète, c'est de la glace. C'est de la glace, mais à l'intérieur de la glace, on a des noyaux avec des gaz à l'intérieur. Et quand la comète va rentrer dans l'atmosphère, voilà, les gaz vont chauffer et vont exploser. Voilà. Et là, dans la Tunguska, elle a explosé à environ 5, on ne sait pas trop, entre 5 et 10 km
Avant de l'impact. hauteur. C'est ça. Voilà, il n'y aura pas d'impact. L'impact, c'est vraiment une explosion céleste. Hein. Vraiment, c'est une explosion qui se produit comme ça. Mais au niveau de la Tunguska, en Sibérie, cette explosion va calciner 60 millions d'arbres et elle va, sur 1000 km², elle va dévaster la forêt. Enfin, vraiment, il va y avoir quelque chose d'assez extraordinaire. Alors qu'elle a explosé entre 5 et 10 km. Alors qu'elle a à 5-10 km. C'est vous dire que vraiment, il y a une puissance extraordinaire. Alors, comment on le sait maintenant? C'est parce que justement, il y a eu évidemment des échantillonnages qui ont été faits, des carottages, etc. Alors, on a prélevé des échantillonnages dans la tourbe en Sibérie et dans la sève des arbres calcinés. Et on a retrouvé dans la sève des poussières cométaires qui forment la queue de la comète, et on a retrouvé dans la tourbe ce qu'on appelle des agrégats de diamants, de la lance d'aléite, du graphite, etc., qui sont des allotropes du carbone. Et on sait pour la lance d'aléite, par exemple, qu'elle se provoque automatiquement sous un impact cométaire comme ça. C'est voilà. Donc il faut vraiment quelque chose d'assez puissant pour fabriquer justement cet allotrope du carbone. Donc c'est une explication qui tient la route, ça. C'est une explication qui tient la route, tout à fait. Alors donc bien sûr, on peut penser donc à c'est une hypothèse très valide et très plausible. À un moment donné, donc moi j'ai relevé une phrase de cet astrophysicien parce que j'ai lu les rapports pour essayer de comprendre exactement ce qu'il avait bien pu trouver. Et lui, il a trouvé entre autres des gouttelettes de fer fondu. Et il dit exactement, on a retrouvé des gouttelettes de fer fondu semblant être tombées du ciel avant de se refroidir si rapidement qu'elles se sont durcies sous une forme cristalline. Donc on retrouve une sorte de trinitite, on appelle ça le verre amorphe. C'est-à-dire qu'il va mais ce genre de gouttelettes a ça de particulier, c'est que on les retrouve pas en Sibérie. Voilà, donc est-ce qu'on n'a pas la même comète? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Donc là, on retrouve quelque chose, il y a une signature qui n'est pas tout à fait la même, déjà. Mais par contre, ce genre de gouttelette qu'on appelle le trinitite, la trinitite noire exactement, on la retrouve à Mogordo. Et on pense que c'est très certainement lié au fer de la bombe elle-même, ce que l'on appelle, je ne sais plus comment on l'appelle, si c'est la cloche, je ne suis pas une spécialiste dans ce genre de choses. Je l'avais noté, mais je ne me souviens plus très bien. C'est la tour, voilà. On appelle ça la tour qui supporte la bombe A. Et tout ce fer va être sous la chaleur de l'explosion nucléaire, va fondre instantanément pratiquement et se refroidir aussi instantanément si elle trouve un liquide. D'accord. Là, bien sûr, le liquide, c'est la mer morte. Bien sûr. Voilà. Donc, ça explique pas mal de choses. Et par rapport à Sodome, on a d'autres preuves. Par exemple, et ça c'est le professeur Malcolm Lecomte qui le dit, les ruines, on pourrait penser à un tremblement de terre par exemple, mais un tremblement de terre mettrait des ruines un peu dans tous les sens. Or là, on a la sensation d'un souffle particulier puisque les destructions de ces ruines sont directionnelles. Donc on a la sensation que c'est un souffle particulier qui a entraîné les ruines d'un même côté. Donc c'est vrai que ça c'est assez... c'est vraiment une preuve qu'il y a eu à un moment donné une explosion, un phénomène, une explosion soit cométaire, soit ce qu'on voudra, ou une arme de destruction massive qu'on ne connaît pas, ou ce que vous voudrez, ou cométaire, oui, effectivement. Et cette explosion s'est produite à un endroit particulier, c'est au-dessus de la mer Morte. D'accord. Et comment on le sait ? C'est parce que... on a retrouvé des choses dans la mer Morte? Alors, dans la mer Morte a ça de particulier, c'est qu'elle est très salée, elle est très pondérante. Je suis allé il y a un an, donc... C'est vrai que c'est salé, c'est très salé. On coule pas. On coule pas. Ça, sûr. Non seulement des sels, mais elle contient aussi ce qu'on appelle des bicarbonates et des sulfates. Et quand on a fait les échantillonnages de sol, dans la vallée de Sidim, dans cette vallée, on a retrouvé énormément de sel, de sulfate et de bicarbonate sur le sol. À tel point que le site lui-même est resté abandonné pendant 7 siècles, parce qu'on ne pouvait plus rien faire pousser. Donc quelque chose est vraiment tombé là, et là on a vraiment la preuve physique d'un impact qui est tombé au-dessus de la mer Morte, qui a provoqué un tsunami sur la mer Morte, et c'est l'onde de choc a provoqué cette vague, et en se retirant, elle a laissé des dépôts de sel, de sulfate et de bicarbonate sur le sol. La seule chose qui m'intrigue dans tout cela, c'est que si c'est une comète, ou si c'est ou même des dieux exogènes qui auraient pu faire ça,
La comète, ça m'intrigue parce que tu dis que c'était annoncé, que la destruction était annoncée. C'est-à-dire que comment on pouvait savoir et connaître à l'avance l'impact d'une comète, en tout cas les dégâts d'une comète. Exactement, c'est la zone d'ombre. Voilà, alors là c'est la zone, voilà, au niveau de alors là il y a plusieurs zones qui qui collent pas, quoi. Je ne suis pas entièrement satisfaite de cette hypothèse pour plusieurs raisons. Déjà parce que si on en croit la Bible, c'était annoncé. Si on en croit la littérature védique, c'était annoncé. Quand on connaît bien aussi les textes mésopotamiens, quand on a la descente d'Inanna aux enfers, qui dit voilà, j'annonce une catastrophe, etc. Elle est obligée de partir. Elle savait d'avance qu'il y avait une catastrophe. Elle voulait descendre sous terre. Ça, on va en parler dans la deuxième émission. Elle savait, donc c'était annoncé. On a toujours la sensation, quand on lit les textes anciens, que cette catastrophe, elle existe, mais ils s'y attendaient. D'accord, mais c'est ça qui est troublant. Voilà, c'est assez troublant. Outre ça, comme je te le disais tout à l'heure, au niveau géopolitique de toute cette région très importante, il y a un chaos qui n'est pas qu'à cet endroit-là. Quand on a en 1700 avant Jésus-Christ, on a quelque chose de particulier, c'est qu'on a la guerre en Mésopotamie, donc beaucoup plus loin. On a une guerre entre Babylone et Larsa. Et cette guerre, elle a ça de particulier, c'est qu'elle va engendrer un désastre écologique que les historiens à l'heure actuelle ne s'expliquent absolument pas. On a le même désastre écologique que nous avons déjà à Sodome. C'est-à-dire que pendant longtemps, les textes le disent, le blé va être malade, le bétail va mourir, l'eau, voilà, même l'eau perd son intégrité, etc. Dans un certain texte, on aura peut-être l'occasion de revenir, mais par exemple, dans le texte d'Inanna, quand la descente aux enfers, Ereshkigal, sa sœur, qui est vraiment la maîtresse de ce lieu souterrain, dont on parlera dans la deuxième émission, elle dit, si on vous présente de l'eau, ne la buvez pas. Si on vous présente de la nourriture, ne la mangez pas. Donc, on a vraiment la sensation que tout était, il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est clair. Dans les textes de... Sauf qu'une guerre normale, classique, ne fait pas ça. Voilà, c'est ce que je me dis. On pourrait parler d'autres guerres. Une pollution, quoi. Mais pour avoir un désastre écologique, il faut quelque chose l'engendre, ça c'est clair. Donc c'est vrai que si c'était que sur Sodome, à la limite, voilà, ça colle bien. Maintenant, on a le même phénomène donc en Mésopotamie. Donc voilà, je me dis, ce phénomène-là, ce désastre écologique qui est mentionné dans les textes des Lamentations de long en large, ça colle plus, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir aussi qu'à la même période, toujours vers 1700, dans ces eaux-là, on a la destruction pure et simple d'une civilisation, la civilisation arapéenne. Donc c'est Mohenjo-Daro, c'est Harappa, c'est dans la vallée de l'Indus. Et au même moment, on a la sensation que tout s'effondre au même moment, etc. On n'a pas que ça. On a aussi les Hyksos, par exemple, des mouvements migratoires très importants à ce moment-là. On a noté que des mouvements de population. Voilà, on a tous les mouvements ariens, déjà de ces mouvements-là. Et par exemple, ceux qui aiment l'Égypte, ils savent, cette population qu'on appelle les Hyksos, vont être poussés de chez eux par ces grands mouvements migratoires et vont envahir le delta de l'Égypte. Donc à la même période. Donc voilà, on est toujours sensiblement dans cette période-là, de ce siècle particulier qui est. Et à ce moment-là aussi, dans la même période, on a tous les palais crétois qui vont être incendiés, etc. Donc voilà, on a des incendies importants, mais on n'a pas vraiment d'explication à tout ça. On n'a pas d'explication. Par exemple, il y a autre chose, c'est-à-dire dans ce siècle-là, en Mésopotamie, on a énormément de tablettes cunéiformes. Il y a toujours eu beaucoup de tablettes, on en a trouvé énormément. Et là, pareil, on a cette sensation que il n'y a plus rien. Les textes font silence. Il y a un trou, dans l'histoire. Il y a un trou d'un siècle qui est mentionné d'ailleurs dans le texte des Lamentations, d'ailleurs, qui est plus tard, qui va mentionner de dire, voilà, les cités sont désertées. Effectivement, on ne retrouve plus de tablettes cunéiformes de cette période. D'ailleurs, Jean-Jacques Glasner le dit largement. Il dit, voilà, ce texte ce siècle de désintégration économique, politique, etc. On n'a absolument pas de sources. De sources écrites, on n'a plus de tablettes. Voilà, la documentation fait silence complètement. Et sans qu'on sache pourquoi.
Donc là, on voit quand même qu'il y a eu un cataclysme, alors écologique d'un côté, puisqu'on dit que visiblement les guerres ont engendré un désastre écologique. Et puis il y a ce trou, donc comme si il n'y avait plus eu de civilisation à ce moment-là, qu'en tout cas où le chaos était tel qu'on n'a pas pris soin de le mentionner, qu'on n'a pas écrit de tablette, qu'on n'a pas rapporté tout cela. Voilà, on n'a pas. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont intéressantes. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus longuement, surtout dans la deuxième émission qui va être portée sur la Cappadoce, parce qu'en Cappadoce, on a la même chose. Et puis il y a une cité qu'on évoquera, exactement. Voilà, on va évoquer Derinkuyu, on va évoquer la Cappadoce, et là on va voir que on va avoir la même chose. C'est-à-dire quand on va retrouver le Karun, c'est-à-dire vraiment le quartier marchand, pareil. Les tablettes à cet endroit vont faire silence au même moment. Voilà, donc au même moment, là j'en parlerai beaucoup plus longuement dans l'autre émission, mais c'est pour dire que on n'est pas à un endroit précis. On est plutôt sur une région. On est sur une région du monde assez importante. Et instable à ce moment-là. Et très très instable, voilà. Il y a quelque chose, et on pourra me dire, bah voilà, peut-être que la comète s'est divisée à plusieurs endroits, qu'elle a fait des impacts un peu partout. Donc voilà. Mais on sent que c'est annoncé, on sent qu'il y a eu. C'est la plus grande zone d'ombre. Voilà, c'est une grande zone d'ombre. Et surtout, ils se sont protégés. Donc ils le savaient à l'avance. Parce qu'il y a eu, quand on va parler de Derinkuyu, on voit que c'est sous terre. C'est sous terre. On a vraiment une sensation de. Voilà, ils ont eu le temps de vouloir se protéger. Donc voilà, il y a eu une guerre progressive. Et c'est vrai que quand on parle de cette date de 1700, c'est la fin. Mais le désordre politique lui-même dans toutes ces régions, et on va en parler plus longuement après, ça apparaît vers 1900. On a vraiment 2 siècles avant, on a la sensation que progressivement tout va mal, de plus en plus mal. Et quand on lit bien la littérature védique, quand on lit bien les textes mésopotamiens, les dieux se livrent une guerre fratricide qui engendre tout doucement ces problèmes-là. Mauro Beghino, quand il était venu ici, me disait que dans les textes qu'il avait pu traduire, effectivement, il faisait mention de ces guerres de dieux, et que ces dieux voulaient finalement montrer leur puissance. Donc il y avait une puissance de feu colossale pour que le peuple les suive. Donc pour qu'il y en ait, comme dans le Highlander, il n'en reste plus qu'un. Voilà. C'était un peu ça. En fait, exactement. Mais c'est vrai que on a aussi des textes quand même, quand on lit un petit peu la révélation dans la Bible, il est certain qu'il y a une guerre dans la montagne où Dieu va arriver, va tout détruire, il veut détruire le pays. Voilà, on retrouve même ça en filigrane dans la Bible, notamment dans le livre de la Révélation. Alors la vraie question, c'est qui prévient? Parce qu'on sait que les gens sont prévenus d'un certain cataclysme, mais qui les prévient? Est-ce que ce sont ces dieux qui leur... Qui? Alors, c'est vrai que quand on connaît les textes mésopotamiens, parmi ces dieux, il y a le dieu Enki et son demi-frère, le dieu Enlil. On en a parlé avec Anton Parks il y a pas longtemps. Avec Anton Parks. C'est vrai qu'ils se livrent une guerre tous les deux, ils peuvent pas se sentir. Ils peuvent pas se voir. Ils peuvent pas se voir, voilà. Pourtant, Enki, lui, c'est celui qui a... Selon les textes, pas moi qui le dis, c'est celui qui a créé l'homme. C'est lui qui l'a créé un peu à l'image de l'homme. Comme je le dis souvent, il l'a pas créé à partir de rien. Il a apposé l'image des dieux sur la créature primitive. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on note beaucoup d'hybridation. C'est-à-dire que Mauro me dit jusqu'à 496, je crois, quelque chose comme ça, mentionné dans les textes sacrés. Tout à fait. Avec des gens sans bras, sans bouche, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à... Il y a des erreurs, on va dire. Voilà, il y a quelques... Jusqu'à ce qu'on arrive à ce que l'on est aujourd'hui. Exactement. À l'homme moderne, quoi, c'est ça. Tout à fait, c'est vrai. Et donc voilà, ces deux dieux ne peuvent pas se voir, donc ils ont chacun leurs partisans. Le dieu Enki, il est dit qu'il a fait une confrérie. Il a créé une confrérie pour aider les hommes. C'est la confrérie du serpent. Oui, il était plutôt sympa avec les hommes. Ah mais oui, il était sympa avec les hommes. Alors lui, il voulait les détruire, donc voilà. Donc lui, c'était son but. Mais Enki, quand même au niveau du déluge, il prévient les gens qui sont là. Voilà, il y a les sages qui sont il prévient les hommes. Est-ce que c'est pas le libre arbitre dont on parle tout le temps? Je vous préviens, il va quelque chose, faites ce que vous voulez. Ah mais après faites ce que vous voulez. Il les prévient. Quand on a un peu l'Arche de Noé, on a la même sensation. Voilà, je vous préviens, il va y avoir ça. Maintenant vous voulez Maintenant c'est votre problème. Voilà, mais vous êtes prévenus. Voilà, on a un peu cette sensation à tout moment que quelque chose, quoi qu'il soit arrivé, de
toute façon, il y avait là des êtres supérieurs ou différents, des civilisations, enfin voilà, qu'on peut appeler des dieux, des visiteurs, les autres, comme on voit. On a vraiment la sensation qu'une partie de ces gens, puisqu'ils se battaient entre eux, donc ils étaient vraiment ennemis entre eux, mais il y en avait une partie qui était quand même avec les hommes, donc qui prévient. Même dans la littérature védique, il y a un des dieux qui va prévenir le pilote du Vimana en lui disant, bah voilà, sache que il va y avoir, il y a eu un conseil des dieux et ces dieux ont décidé de détruire la triple cité. Donc voilà, donc on a toujours cette sensation que voilà, c'est pas un hasard. Ces deux frères, ces deux dieux se livrent une bataille incroyable, mais avec une puissance de feu visiblement redoutable. Ah bah là, je pense que voilà, de toute façon, là, il faut être logique. Soit on refuse tout, soit ils ont une technologie extraordinaire. C'est-à-dire que là, ça peut pas être blanc ou bleu, ça peut pas être gris. S'ils sont arrivés sur notre planète, ils ont une technologie qui était certainement peut-être même supérieure à la nôtre. Surtout s'ils nous ont hybridés. Et moi, quand je parle, souvent, je dis, bon ben voilà, il peut y avoir éventuellement une guerre nucléaire, mais le mot nucléaire ne me plaît pas, parce que si ça se trouve, déjà on n'a pas trouvé forcément de radiation. Donc, je pense qu'on a affaire, moi, personnellement, peut-être à des armes destructrices, oui, ça c'est certain, mais qui n'ont rien à voir peut-être avec notre science moderne. C'est peut-être complètement autre chose, et on n'en sait rien. Donc, ça reste une spéculation, bien sûr. Mais voilà, ça reste, en tout cas, bon, une hypothèse envisageable. Voilà. L'hypothèse de la géolocalisation de Sodome, elle te convient par le Stephen Collins, c'est ça, tu disais? Alors c'est Stephen Collins qui lui, pourquoi il est persuadé, parce que même s'il y a des strates différentes, ça pourrait être les vestiges d'une autre cité. D'une autre cité. Lui, il pense que c'est Sodome par rapport à plein de choses, parce que lui, il est spécialiste de la Bible. Donc moi, je ne suis pas mythe à la réalité. Voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il a amené là? Bon, est-ce que c'est Gomorrhe, est-ce que c'est Sodome? Parce que normalement, il y a 5 villes pécheresses. Les deux ont été lui, il pense à Sodome. Bon, il est spécialisé dans ce domaine. Moi, je lui fais confiance à ce niveau-là parce que je ne suis pas une grande spécialiste de la Bible. Je l'ai étudié sans plus. Donc lui, il pense que c'est Sodome. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de raison peut-être de remettre en question un grand spécialiste comme lui. Moi, il me semble. Mais en tout cas, chose est sûre, ça correspond. En tout cas, Sodome ou Gomorrhe ou plusieurs villes, ce site-là, cet endroit, Talel même, correspond vraiment à ce qui est marqué dans la Bible. En tous les cas. En tout cas, il y a une cohérence avec les propos rapportés dans la Bible. Il y a une cohérence. Donc ça veut dire quand même qu'effectivement, et tu as raison, c'est soit on refuse, soit on accepte. C'est-à-dire que là, on peut pas faire, il n'y a pas de juste milieu. Après voilà, après soit on... C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter qu'on a été dans notre création aidé ou en tout cas supervisé. Alors moi, bien sûr, il n'y a pas que ça qui me font dire ça, bien sûr. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Quand on lit mes travaux, ou si on écoute, ou si on lit le livre, par exemple, de Pietro Buffa, Les gènes manipulés d'Adam, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Et je connais très bien Pietro et j'ai la chance de le revoir au mois de novembre. D'ailleurs, c'est lui qui préface avec Monroe, qui préface, ce bouquin. Voilà. Il est généticien et il m'a appris énormément de choses. Et lui, il est persuadé quand il les gènes spécifiquement humains sont très particuliers. Donc voilà, on est une espèce très particulière. Donc moi et Pietro et d'autres, et Mauro notamment, on pense que oui, l'évolution est tout à fait possible. L'évolution a certainement existé, mais de toute façon on continue d'évoluer. Mais l'évolution seule ne permet pas pour moi de dire, n'explique pas l'espèce humaine. L'espèce humaine est trop différente. C'est-à-dire que tel que l'on est aujourd'hui, il y a eu fatalement, en tout cas pour toi, et même pour Pietro Buffa, une aide, une accélération génétique, c'est ça? Il y a eu un coup de pouce, plusieurs coups de pouce. Au niveau génétique, pour moi, c'est évident. Je veux dire déjà, ne serait-ce que la bipédie, notre bipédie n'est pas naturelle. C'est pas normal. Je veux dire, nous sommes la seule espèce bipède. Il n'y a pas d'autre espèce. Alors il y a des gens qui me disent, oui, et l'autruche elle marche sur deux pattes. Oui, mais elle n'est pas bipède comme nous. C'est-à-dire nous avons ça de particulier. C'est que petits, c'est pas les lémuriens qui sont debout tout le temps. Mais qui sont debout tout le temps, mais ils marchent pas debout. Mais ils sont pas bipèdes. Mais parce que la vraie bipédie, c'est pas ça. La bipédie, c'est notre colonne vertébrale qui est en angle droit avec notre crâne. Donc voilà. Donc c'est ça cette partie. Et il n'y a que l'homme qui soit comme ça.
ça. Et quand est-ce qu'elle est apparue? Voilà, c'est ça le grand mystère. C'est ça là qui demanderait une autre émission. Il faut que je revienne pour te parler de la bipédie, parce que là, il y en aurait long à dire. Donc, très long à dire. Donc pour toi, tu remets en question la fameuse représentation du singe qui se lève petit à petit, qui se lève petit. Pour moi, non, ça, alors ça c'est vraiment l'image d'Épinal. En plus, on nous représente un chimpanzé. Le chimpanzé a déjà évolué par rapport aux souches primates qui nous ont donné naissance à un moment donné, quand on a eu la séparation de la faille du rift. Et c'est l'explication, bien sûr, de l'Est Side Story avec Yves Coppens. Là, non, il faut vraiment s'enlever. C'est complètement faux. Ça. Alors là, on n'a pas un redressement progressif. Le redressement, bien sûr, on a eu plusieurs formes de bipédie, hein, puisque bien sûr qu'on n'a pas la bipédie chaloupée de Lucie qui a été découverte par Yves Coppens, hein, bien sûr. C'est une autre bipédie. Mais la bipédie humaine, la bipédie des hominidés est unique. C'est-à-dire aucun autre, mais même les autres primates ne sont pas bipèdes comme nous. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On voit qu'il y a deux mondes qui s'affrontent quand même. Il y a toujours celui de Coppens, hein, donc voilà, avec l'évolution classique. Et puis il y a ce monde alternatif, mais quand même avec avec le docteur Pietro Buffa, avec Mauro Beglino. Alors dans des spécificités, des spécialités différentes, mais les compétences se rejoignent et les idées se rejoignent. Donc comment on arrive? Pourquoi on n'arrive pas à avoir, d'après toi, un monde de consensualité qui voudrait dire voilà, nous on a ces travaux, vous avez les vôtres, et peut-être qu'avant on a toujours ces deux mondes qui s'affrontent. Il y a toujours des mondes qui s'affrontent, et puis de toute façon on a peur de quoi mais même dans leur propre domaine ils s'affrontent. Moi je vois par exemple quand on prend Yves Coppens, que je respecte énormément, quand on prend une autre paléontologue, Anne d'Andricourt-Malassé qui est paléontologue, qui a fait des recherches extraordinaires dont je parle dans mon dernier livre, là, celui que je suis en train d'écrire OGM Homo sapiens. Entre eux, déjà, ils sont absolument pas d'accord. Ils s'affrontent. C'est le pugilat des fois dans les colloques de paléontologie. Mais voilà, donc déjà dans leur propre domaine, ils s'affrontent. Dans les autres domaines, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on a besoin maintenant, par exemple, l'archéologie a besoin de la génétique, l'archéologie a besoin de la géologie. Maintenant, on en a besoin. On s'ouvre de plus en plus à d'autres disciplines. Oui, mais ça va changer énormément, parce que là, si on je revient pense à que la maintenant, génétique, ça va changer. Je pense. Parce que si on s'ouvre à la génétique, effectivement, on va voir qu'il y a des anomalies. Donc, et que ce qu'on nous a vendu n'est peut-être pas la bonne chose, mais en tout cas la réalité. Parce que est-ce que ces gens-là refusent justement la possibilité qu'on a évoqué là, de guerre nucléaire, ou en tout cas de nucléarisation d'explosion à des endroits précis, qui pourraient inévitablement amener sur la piste d'un coup de pouce extérieur, et ça ils veulent même pas en entendre parler. Alors c'est même, à la limite, enfin qu'ils veulent pas en entendre parler, bien sûr que si on a une autre explosion, enfin voilà, l'explosion cométaire, encore ça leur conviendrait. Ça ils peuvent. La guerre des dieux, ça c'est. Mais le problème souvent, c'est que quand on étudie la civilisation européenne, on étudie ça, voilà, c'est l'Indus, c'est la vallée de l'Indus. Ceux qui étudient la Jordanie, le Sodome, ils sont dans leur domaine, ils sont à fond, mais ils sont brillants dans leur domaine. Seulement le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps matériel d'étudier le reste. Donc il faudrait une autre enfin je sais pas. Il faudrait une entité qui regroupe toutes les informations. Il faudrait pouvoir regrouper toutes ces informations. Et donc pour ça, c'est qu'il faut prendre du recul. C'est la première chose, c'est qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Donc pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Donc pour toi, et on va peut-être conclure là-dessus, Sodome est une réalité. Pour moi, Sodome est une réalité. C'est pas un mythe. Pour moi, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, derrière le mythe, il y a quelque chose de réel. Toujours. Pour moi, c'est évident. D'accord. Merci Bleuette d'être venu pour faire ce retour brillant sur BTLV avec cette cité de Sodome, visiblement retrouvée par Stephen Collins et puis étudiée par Bleuette Dillot. Je rappelle, À la lumière de la science, c'est la partie 3 de ses travaux, la genèse de l'humanité, à vous procurer sur BTLV, en tout cas avec le podcast ou le replay de cette émission. La prochaine fois, nous parlerons de Darren Koyo. C'est la suite de ce que l'on vient d'évoquer ici. Pour avoir accès à BTLV via un Android, il suffit tout simplement d'ouvrir votre navigateur internet. Vous tapez btlv.fr dans votre barre de recherche
Ensuite, vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de votre écran, puis vous cliquez sur Ajouter sur l'écran d'accueil. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur Ajouter et l'onglet BTLV apparaît comme par magie sur votre écran. Il vous suffira de cliquer sur cet onglet pour avoir accès aux émissions radio et télé de btlv.fr.